dites, la commutativité nous donne ça égale à ça. Et donc, je vérifie un seul, soit la première, soit la deuxième. Mais si la loi n'est pas commutative, vous êtes tenu de vérifier les deux. D'accord? Alors, pour l'élément neutre, c'est bon. Alors, pour l'élément symétrique, encore une fois, c'est comme pour l'élément neutre. Si vous remarquez que vous avez une quantité qui peut jouer le rôle du symétrique d'un élément, vous le montrez, c'est tout. Vous n'avez pas à justifier d'où il vient. C'est-à-dire, vos petits calculs, vous les faites sur un brouillon, parce que c'est toujours difficile de justifier, d'écrire correctement la justification. Et donc, vous faites vos calculs sur un brouillon, et puis vous donnez le symétrique, et vous vérifiez simplement que c'est un symétrique. C'est plus facile de vérifier. D'accord? Donc, on se donne AB appartenant à G. Alors, on vous dit que son symétrique, c'est 1 sur A, et moins B sur A cube, qui est bien dans G. Pourquoi? Parce que A étant non nul, puisque AB appartient à G, alors 1 sur A va être non nul. C'est clair. Et donc, cet élément, il est bien dans G. On va vérifier que c'est bien le symétrique. Alors, calculons AB fois 1 sur A moins B sur A carré. Donc, ça va être A fois 1 sur A, donc ça nous donne 1. Et B fois 1 sur A moins ça fois A au carré. D'accord? Ça va nous donner B sur A moins B sur A cube fois A au carré. Alors, vous simplifiez le A carré. Il va vous rester B sur A. Avec retranché de B sur A, ça vous donne 0. Et donc, le résultat vous donne l'élément neutre, 1, 0. De même, encore une fois, puisqu'elle n'est pas commutative, je dois faire l'autre, vérifier que c'est bien un symétrique à gauche. Et donc, je calcule 1 sur A moins B sur A cube fois AB. Et je retrouve de même 1, 0, c'est-à-dire l'élément neutre. Et donc, on a bien vérifié que le symétrique de AB, c'est cet élément-là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a vérifié que notre loi est associative, que la loi possède un élément neutre et que chaque élément possède un symétrique pour cette loi. Et donc, c'est bien un groupe. Mais comme on a remarqué au départ que la loi n'est pas commutative, et donc on déduit que G muni de cette loi est un groupe non abélien. D'accord? Est-ce que c'est compliqué? Madame, Oui. qu'on donne et montrer que G est un groupe non abélien. Oui. Qui montrait, par exemple, l'élément neutre, une démonstration, donc tu vois, je me dis au direct, l'élément neutre, car. C'est ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que pour faire la preuve, comme vous dites, la démonstration, c'est pas toujours facile. Vous allez faire des erreurs. D'accord? Et les erreurs, ça vous coûtera des points. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de le chercher sur un brouillon, et ensuite de justifier pourquoi c'est l'élément neutre. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous me dites, voilà l'élément neutre parce que. Il vérifie ça, tout simplement. D'accord? Parce que si vous lisez bien dans le cours, il vous dit il existe. Or, l'existence, on n'a pas besoin de la justifier. Il suffit de la montrer. Quand je vous dis que ça existe, il me suffit je vous le montre. Et donc, vous voyez qu'il existe. D'accord? Donc là, vous me le montrez, ça suffit. Ça veut dire qu'il existe. Le symétrique, c'est la même chose. Par contre, pour l'associativité, non. Il faut écrire les choses. Parce que là, c'est une égalité. Donc, il faut calculer le premier terme, le deuxième terme, pour voir que c'est bien égal. Est-ce que c'est clair? Madame, ils peuvent vous dire des enseignants c'est de la triche qui fait genre direct. Non, écoutez, vous l'avez, ce qu'on vous demande, c'est de le vérifier. À partir du moment où vous l'avez vérifié, c'est bon. Vous, c'est qui votre enseignant? Abchiche. Monsieur Abchiche et moi-même. Oui. D'accord? Nous, c'est ce qu'on vous a dit. Monsieur Abchiche, qu'est-ce qu'il vous a dit dans son cours? Il vous a dit la même chose, ce que je suis en train de vous dire. Oui. Et donc, c'est nous qui allons corriger l'examen. C'est clair? On ne va pas vous sanctionner pour ce qu'on vous a dit. Et c'est comme ça, c'est la méthode avec laquelle il faut travailler. Quand on vous demande de prouver, quel que soit X, une certaine relation, là, vous êtes obligé d'aller vers la preuve. Mais quand on vous demande de montrer l'existence,
lorsque vous montrez la chose, ça veut dire qu'elle existe. Vous pouvez la démontrer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire, mais si vous faites des erreurs, c'est-à-dire c'est pour vous que je vous dis ça. Si vous faites des erreurs, il vous comptera des points. Par contre, lorsque vous trouvez l'élément neutre, vous me dites, voilà l'élément neutre. Pourquoi? Parce qu'il est élément neutre à gauche et il est élément neutre à droite. C'est facile de vérifier. Vous avez moins de risques de faire des erreurs. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Madame, Oui? donc si on trouve un exemple ou bien un contre-exemple, on peut prouver par ça. C'est-à-dire, Par exemple, on a trouvé, dans quoi? par exemple, on a trouvé l'élément neutre. On a Oui. trouvé un exemple d'élément neutre. Oui? Donc on l'a utilisé C'est pour ça, c'est-à-dire, prouver. bien sûr, ça c'est pas un contre-exemple. Ça, vous montrez Non. l'existence. Oui, j'ai compris, madame. Le contre-exemple, c'est pour montrer autre chose. Voilà. Oui, D'accord. bien sûr que vous pouvez, puisqu'on vous l'a fait dans le corrigé. Ça veut dire que vous pouvez. Le corrigé, il est destiné à vous donner une manière de rédiger aussi. Ça veut dire que vous pouvez le faire de cette manière. C'est même ce que je vous conseille de faire. D'accord? Parce que ça vous permettra de faire le moins d'erreurs possible. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, répondez parce que j'ai peur qu'il y ait des coupures et que je ne me rende pas compte. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Très bien. Donc on continue. Alors on vient de montrer que c'est un groupe non abélien. Alors maintenant, troisième question, pardon. Soit l'application F qui va de Z dans G. Donc on définit une application qui va de Z dans le groupe G. Elle est définie de quelle façon? À chaque fois que je prends un entier N de Z, son image par F, donc F de N, normalement un couple de G. D'accord, donc ça doit être un couple de... C'est 2 à la puissance N, première composante, et la deuxième composante, c'est 2 à la puissance N-1 moins 2 à la puissance N-1. C'est clair? Est-ce que vous avez compris comment l'application F est définie? Donc, pour tout N, je prends son image, c'est 2 puissance N comme première composante, et 2 puissance 2N moins 1 moins 2 puissance N moins 1 comme deuxième composante. Et là, donc, j'obtiens un couple qui appartient à G. D'accord? Pourquoi il est dans G? Parce que 2 puissance N, quel que soit N appartenant à Z, il n'est jamais nul. Contrairement à celui-là où vous avez une soustraction, vous pouvez supposer que vous avez un 0. Mais ici, vous ne pouvez jamais avoir 0. D'accord? Donc, vous avez cette application, demande de montrer que F est un homomorphisme du groupe Z muni de l'addition. Donc ça, vous savez que Z muni de l'addition, c'est un groupe. D'accord? Et vous venez de montrer que G muni de cette loi est un groupe. Donc on vous demande de montrer que cette application est un homomorphisme de groupe. D'accord? Alors vous ne pouvez pas parler d'un homomorphisme de groupe si vous n'avez pas de groupe. Donc il faut d'abord que vous ayez 2 groupes pour pouvoir parler d'un homomorphisme de groupe. D'accord? Donc, c'est quoi un homomorphisme de groupe? Donc, c'est une application qui vérifie que l'image de... Alors ici, la loi, c'est l'addition. Donc, il faudra montrer que l'image de N plus M est égale à l'image de N fois, par cette loi de G, l'image de N. D'accord? Donc, je reviens au corrigé. Alors, on a notre application F. Vérifions que c'est bien un morphisme de groupe. Alors, on se donne N et M, 2 entiers de Z, et on a la chose suivante. Calculons F de N plus N. D'accord? C'est-à-dire l'image de la composée de 2 entiers dans le premier groupe. Or, dans le premier groupe, il faudra donc les composer par l'addition. L'addition dans Z. L'addition usuelle. Donc, ça va me donner quoi? Je remplace. Donc, ici, ça va me donner 2 à la puissance N plus 1. D'accord?
Donc ici, vous avez n plus m. Donc c'est 2 à la puissance n plus m. Et la deuxième composante, c'est 2 à la puissance 2 fois n plus m moins 1, moins 2 à la puissance n plus m moins 1. C'est bon? Alors, on va essayer d'affiner les calculs. Alors, comme on veut comparer ces deux quantités, alors lorsque c'est pas facile de faire apparaître cette quantité ici, vous calculez les deux et vous les comparez. Ne vous cassez pas la tête. Vous voulez avoir l'égalité entre les deux. Calculez la première et calculez la deuxième. Et vous allez essayer de comparer. Alors, on va calculer f de n fois f de n. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, f de n, je remplace, c'est ça. F de n, je remplace, c'est ça. Et j'applique la loi de G sur ces deux couples. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, 2n fois 2n, d'accord? Puis, 2n moins, c'est-à-dire cet élément, la deuxième composante fois la première composante que j'ai ici, plus la deuxième composante que j'ai ici, fois la première composante au carré. D'accord? Donc, vous remplacez, on effectue les calculs. Qu'est-ce que ça nous donne? 2 puissance n plus m. Et ici, j'ai 2 puissance 2n moins 1 plus m. D'accord? Moins 2 puissance 2m n moins 1 plus m. Plus 2 puissance ça fois ça. Moins ça fois ça. Qui me donne 2 puissance 2n plus m moins 1. Alors, vous remarquez 2n plus m moins 1, 2n plus m moins 1. Donc, je peux simplifier ces deux quantités. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester ces deux quantités, c'est-à-dire 2 puissance n plus m qui est égal à celle-là. Et ici, vous avez 2 puissance 2 fois m plus 2 fois n moins 1. Donc, c'est cette quantité-là, d'accord? Moins 2 puissance n plus m moins 1, c'est cette quantité-là. Donc, vous remarquez qu'on a bien égalité entre les deux couples obtenus. D'accord? Donc, Fn fois Fm me donne ceci, qui est bien égal à f de n plus 1. Et donc, F est bien un morphisme de groupe. D'accord? Donc là, c'est juste une vérification. Vous faites deux calculs et vous les comparez. Donc finalement, il suffit de savoir quel calcul vous devez faire. Parce que les calculs, ils ne sont pas compliqués. Vous voyez qu'il suffit d'écrire et ça sort. Des simplifications et ça sort. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous devez calculer. C'est-à-dire, finalement, c'est quoi la définition d'un morphisme de groupe. Donc, il faut juste connaître vos notions, tout simplement. Alors, la question suivante. Donc, on a vérifié que c'est un morphisme de groupe. Maintenant, puisque c'est un morphisme, on vous demande de calculer son noyau. Calculer ker f. Alors, vous savez que je ne peux pas calculer le noyau si je n'ai pas un morphisme. Le noyau, on définit le noyau d'un. D'accord? Donc, par définition, c'est quoi le noyau d'un morphisme? Donc, ce sont les éléments de l'ensemble de départ, donc c'est les n appartenant à z, qui vérifient f de n égale à l'élément neutre du deuxième, de l'ensemble d'arrivée, du groupe d'arrivée, c'est-à-dire à E de G. Alors, remplaçons maintenant chaque quantité par sa valeur. Donc, c'est les n appartenant à z tels que f de n, c'est-à-dire ce couple-là est égal à l'élément neutre de G, c'est-à-dire à 1, 0. D'accord? Et donc, ça nous donne quoi? C'est l'ensemble des entiers de z qui vérifie. Donc, si j'ai une égalité entre, ça signifie que chaque composante, que les composantes sont égales 2 à 2. Donc, 2 puissance n doit être égale à 1. Et la deuxième composante doit être égale à 0. D'accord? Et donc, c'est les n appartenant à z, tels que, donc là, si vous résolvez, trouvez que 2 puissance n égale à 1, la seule valeur ici, c'est 0. En remplaçant ici n par 0, vous allez avoir que ceci s'annule. D'accord? Si vous remplacez par 0, vous avez n demi moins n demi qui est égal à 0. Et donc, n égale à 0 est bien l'unique solution. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Oui. Et donc, alors, 2 minutes. Et donc, le noyau de F, c'est 0. C'est-à-dire, le 0, c'est quoi? C'est l'élément neutre Le premier. de Z pour l'addition, l'ensemble de départ. Ah, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez F est conclure injectif. lorsque vous trouvez F est injectif? D'accord? Donc, notre morphisme est bien injectif. D'accord? Le noyau est réduit à l'élément neutre de l'ensemble de départ, et donc notre homomorphisme est injectif. Très bien. Alors, la question suivante, F est-il un isomorphisme de groupe? À votre avis, est-ce que c'est un isomorphisme de groupe? Comme ça, sans réfléchir trop. On n'est pas sûr. Pourquoi? Parce Bah, que, pourquoi? parce que Et par exemple, l'élément 5, Oui. 5, 0 n'admet pas 3, 2. F de n égale à 5, Parce 0 que- n'admet pas de Oui, solution. le couple. Alors, par exemple, comment vous 3, avez 2, trouvé 5-0? Comment vous avez trouvé ça directement? Moi, je vous ai dit sans Parce que faire de 2 calcul. puissance n ne peut pas être égal à un truc impair. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus subtil que ça, que vous pouvez. Ou bien 0. 0, 0. Alors, il y a quelque chose de subtil qu'il faut peut-être intégrer. Si vous avez un isomorphisme de groupe, lorsque vous avez un isomorphisme, vous savez ce que ça veut dire un isomorphisme? Ça veut dire que votre morphisme est bijectif. D'accord? Alors, quand vous avez des isomorphismes, ça veut dire que vous avez des copies. Si G, c'était une copie de Z, c'est pas tout à fait les mêmes éléments, non. Mais ils se comportent de la même façon. D'accord? C'est-à-dire que je peux, si c'est un isomorphisme, à chaque élément, je peux associer un élément unique. Vous êtes d'accord? Et cet élément unique que je lui associe, et donc, à chaque fois que cet élément, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui se passe dans Z, avec cet isomorphisme, vous pouvez le rendre. Et donc, lorsque vous avez deux groupes qui sont isomorphes, ça veut dire qu'ils sont à peu près les mêmes. Même avec des objets différents, mais ils se comportent de la même façon. Or, qu'est-ce que vous savez sur Z, sur le groupe Z? Le groupe Z, il est comment? Il est... C'est le groupe le plus facile. Z muni de l'addition. C'est un groupe qui est abélien. Oui, commutatif. Il est commutatif. Et G, il est comment? Non, Commutatif. Comment bien sûr. Non commutatif. Alors, vous ne pouvez pas avoir un isomorphisme entre un groupe commutatif et un groupe non commutatif. Pourquoi? Parce que quand je prends, si c'était un isomorphisme, lorsque je vais prendre F, vous prenez N et M. Donc, F de N plus M va être égal à F de N fois F de M. Vous êtes d'accord? Mais, quand je fais aussi F de M plus N, je vais trouver également, c'est F de N qui multiplie F de N dans G. Mais, dans le premier, j'ai égalité. Et dans le deuxième, je n'ai pas égalité. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est pas possible, ça marche pas. Donc, l'isomorphisme, il peut pas, je peux pas avoir un isomorphisme entre deux groupes. Est-ce que vous comprenez l'argument? Est-ce que vous comprenez l'argument? Regardez l'argument, c'est quoi? Je prends dans le si c'était un, donc j'ai le droit de faire ceci. Donc F de N plus M est égal à F de M plus N. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Oui. Parce que N plus M est égal à N plus N dans Z. Donc c'est le même élément. Commutatif. Et donc forcément, l'image, ça va être la même, puisque F est une application. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est quoi F de N plus M? Puisque c'est un morphisme, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne F de N. Loi de Alors, je vais mettre multiplié comme X, parce que je ne sais pas comment l'écrire, d'accord? Ça, donc cette croix, c'est ça. D'accord? C'est dans G. Fois Fm.
Vous êtes d'accord? Donc ça va me donner F, ça dans G. Donc ici j'ai égalité. Vous êtes d'accord? Et s'il vous plaît, arrêtez cette musique s'il vous plaît. Donc, et là ça va me donner quoi? Ça va me donner F de M qui multiplie, donc là je suis dans G, F de N. De faire. Mais ça me donne quelque chose d'égal. Mais ça, est-ce que c'est vrai tout le temps? Parce que F de M, c'est quoi? C'est un couple de G. Et F de M, c'est un couple de G. Donc, le produit de deux couples, il est commutatif. Mais ça, c'est pas vrai. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est absurde. Parce que on a montré que G n'était pas commutatif. Il n'était pas abélien. Or, si F est un isomorphisme, je vais avoir l'égalité. Et donc, ça ne marche pas. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un isomorphisme. Donc, F ne peut pas être un isomorphisme de groupe. D'accord? Alors, je reviens donc à la solution. On déduit donc que F est injectif, c'est bon. Alors, F n'est pas surjectif. Donc là, on vous donne directement 3,0 appartient à G et n'a pas d'antécédent. Donc, on ne peut pas trouver N appartenant à Z tel que F de N est égal à ça. Mais ça, c'est pour justifier que votre application n'est pas surjective. Mais même si certains d'entre vous pensent qu'elle est surjective, il faut se rappeler que lorsque vous avez un isomorphisme, vous devez avoir les mêmes propriétés entre les groupes. D'accord? Un groupe commutatif ne peut pas être isomorphe à un groupe non commutatif. Et donc, ça c'est aussi une justification. D'accord? Donc là, quand on a fait le corrigé, on a préféré aller dans ce qu'on a l'habitude de vous dire, montrer qu'elle n'est pas surjective, c'est-à-dire trouver un contre-exemple. Mais là, c'est un argument un peu plus poussé, c'est-à-dire pour quelqu'un qui réfléchit un peu plus, mais je vous le donne ici. Donc, vous ne pouvez pas avoir isomorphisme entre deux groupes, l'un commutatif, l'autre non commutatif. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, dès le départ, c'est-à-dire il faut savoir que vous devez aller vers la recherche d'un contre-exemple. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, on a répondu que F n'est pas un isomorphisme de groupe. Alors, la quatrième et dernière question, il y a encore une question 5, mais oui. Soit H, l'ensemble qui est formé par ces couples-là. Donc, c'est M 2 puissance N, 2 puissance 2N moins 1, moins M fois 2 puissance N moins 1, tel que M se trouve dans l'ensemble 1 moins 1. C'est-à-dire que M peut prendre uniquement deux valeurs, soit 1, soit moins 1. Et N appartient à Z. D'accord? Donc, je prends H, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent de cette manière. On vous demande de montrer que H est bien un sous-groupe de G. Et plus que ça, c'est un sous-groupe qui est commutatif. Alors, d'abord, il faut montrer que c'est un sous-groupe. Alors, pour montrer que c'est un sous-groupe, donc nous avons trois choses à montrer, ou bien deux choses si on combine les deux relations. D'accord? Donc ça, vous regardez les définitions dans votre cours. Alors, vérifions que H est un sous-groupe de G. D'abord, il faut vérifier qu'il est non-vide. Et encore une fois, on vous répète à chaque fois, donc pour vérifier, il vaut mieux prendre l'élément neutre. Alors, vérifions que l'élément neutre de G se trouve dans H. Alors, 1, 0, il est bien dans H. Alors, comment montrer qu'il est dans H? Il suffit de prendre n égale à 0 et n égale à 1. Pour n égale à 0 et n égale à 1, vous allez avoir, là, vous trouvez 1, et là, vous allez trouver 0. D'accord? Et donc, H est différent de l'ensemble vide. Deuxième chose à vérifier, donc on se donne deux éléments de H et on veut montrer que leur composé par la loi de G se trouve dans H.
Donc, quand je prends deux éléments de H, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ces éléments, ils s'écrivent de cette forme-là. D'accord? Sous cette forme. Donc, AB, il va s'écrire de cette manière pour un certain M et un certain N. Et CD va s'écrire de cette manière pour un M', c'est-à-dire que le M ici, c'est pas forcément le même. D'accord? Pour un M' et un N'. D'accord? C'est pas les mêmes valeurs. Alors, par suite, si je calcule AB fois CD, bien sûr, avec la loi de G, puisque je veux montrer que c'est un sous-groupe de G. Alors, quand je compose les deux, donc vous aurez ça fois ça. Alors ici, il faut faire doucement les choses, c'est des calculs, donc vous remplacez, d'accord? Vous remplacez, d'accord? Donc vous allez remplacer M fois 2N fois 1' fois 2N' dans la première composante. Deuxième composante, pareil, ça fois ça, plus ça, moins ça fois ça au carré. D'accord? Donc vous remplacez. Alors ici, il faut remarquer que M carré, c'est toujours 1. Pourquoi? Parce que M et M', ils se trouvent dans moins 1, 1. Donc le carré, c'est toujours 1. D'accord? Et donc, vous allez trouver ceci à la fin. Alors, on pose M fois M' égale à M seconde. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que le produit de deux éléments, M et M', qui sont tous les deux dans l'ensemble moins 1, 1, va se trouver dans l'ensemble moins 1, 1. D'accord? Donc, c'est un certain M seconde qui va se trouver dans moins 1, 1. Et là, N plus N', je le pose égal à N seconde. Et donc, vous allez avoir ceci. Mais ceci, c'est bien, il est de cette forme-là. Donc, cet élément, il est bien dans H. D'accord? Vous voyez qu'il a la même forme que cet élément. Et donc, il est bien dans H. D'accord? Donc, AB fois CD appartient à H. Et on conclut que H, il est stable pour la loi de G. C'est-à-dire que deux éléments de H composés par la loi de G vont se retrouver dans H. Et c'est ce qui est recherché. Alors, il y a encore une troisième chose à vérifier, c'est que H soit stable pour le symétrique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous prenez un élément dans H, il faudra que son symétrique pour la loi de G se retrouve dans H. On connaît la forme du symétrique, rappelez-vous. Donc, si je prends AB dans H, donc il va s'écrire de cette manière. Alors, je sais que son symétrique, c'est 1 sur A, c'est l'élément qui s'écrit 1 sur A moins B sur A cube. Il faudra vérifier qu'il est dans H. Alors, 1 sur A, c'est-à-dire 1 sur ça. D'accord? Donc, on va calculer. On va calculer le symétrique. Ça va être donc 1 sur A. Ça va être 1 sur ceci. Donc, 1 sur n fois 2 puissance moins n. Et moins B sur A. Donc, moins ça sur ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça va nous donner moins B, il est là, sur A cube. D'accord? Donc, c'est 1 sur n cube, 2 puissance moins 3n. D'accord? On élève à la puissance 3. Et en effectuant donc les calculs, on va se ramener à ceci. D'accord? Vous allez vous ramener à ceci. Alors, pourquoi? 1 sur m, il ne faut pas oublier que m se trouve dans moins 1, 1. Donc, si m est égal à moins 1, 1 sur moins 1, ça vous donne moins 1. Si m est égal à 1, 1 sur 1, ça vous donne 1. Donc, 1 sur m, il est toujours égal à m. Et 1 sur m au cube, il est toujours égal à m aussi. Puisque le cube a exactement le même signe que l'élément. Donc, m et m cube, puisque m est égal à moins 1, sont identiques. D'accord? Et donc, en remarquant ceci, vous allez vous ramener...
j'ai avancé un peu trop vite. Et donc, vous allez avoir A, le symétrique de AB, c'est M fois 2 puissance moins N, qui multiplie 2 puissance 2 fois moins N. Donc là, on a mis 2 en facteur et moins N à l'intérieur, moins 1, moins M fois 2 puissance moins N moins 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Donc ça va nous donner M fois 2 puissance N'. Et là, vous remplacez donc moins N par N'. Et vous remarquez qu'il a exactement la même forme que les éléments de H. Ce qui fait que le symétrique d'un élément de H se retrouve dans H. Alors, ce sont les 3 choses à vérifier pour avoir un sous-groupe. Et donc, H est bien un sous-groupe de G. Alors maintenant, il faudra montrer qu'il est commutatif. C'est-à-dire que 2 éléments de H commutent. Et donc, alors on a vu dans la question I que si AB est égal à ça, appartient à H, et que si CD égale à ça, appartient à H, alors le produit, il est donné par ça. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans lorsqu'on a fait la question petit I, ici. D'accord? Où est-ce qu'on est? AB fois. Donc, c'est dans la question 2i, pardon. Pas dans I, dans la question 2i, ici. Voilà. Donc, vous voyez que voilà le résultat qu'on trouve quand on fait AB fois CD. D'accord? Avec M', qui est le produit de M et de N', et N seconde, pardon, et N seconde, c'est la somme de N et de N'. D'accord? Donc, on a bien vu ça. Nous allons utiliser pour ne pas refaire tous les calculs. Donc, on a vu ici dans 2i. D'accord? Donc, on a vu dans 2i qu'on a bien ceci. D'accord? Donc, si AB s'écrit de cette manière et CD s'écrit de cette manière, alors le produit va s'écrire de cette manière. Avec M seconde, c'est le produit des M et de N', et N seconde, c'est la somme des N et de N'. Alors, vérifiez que CD fois AB, c'est-à-dire lorsque je commute, s'écrit de la même façon. D'accord? Donc là, lorsque vous allez calculer, donc là on vous demande de le vérifier, c'est un petit calcul à faire, donc là on ne vous a pas mentionné le calcul. Donc lorsque vous calculez, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver la même forme avec un certain M seconde ici qui vaudra N' fois M et un N seconde qui vaudra N' plus N. Mais comme la multiplication entre dans l'ensemble moins 1, elle est commutative, c'est-à-dire que vous êtes dans Z, et l'addition dans Z, elle est commutative, ça veut dire que vous aurez exactement les mêmes valeurs. Donc, vous avez le même élément. Et donc, vous avez égalité entre ces deux quantités-là. Et H est bien commutatif. D'accord? Alors, la dernière question, est-ce que G est l'ensemble 1, 0? Est-ce que G est l'ensemble 1, 0 sont des sous-groupes de G? Oui, parce que j'ai le même. Oui, Très bien. Donc là, c'est le plus petit sous-groupe. C'est ce qu'on appelle les sous-groupes triviaux. Donc 1, 0, il est formé que de l'élément neutre. C'est le plus petit sous-groupe de G. Et G, c'est le plus grand sous-groupe de G. C'est lui-même. D'accord? Donc ce sont ce qu'on appelle des sous-groupes triviaux. D'accord? Donc G et 1, 0 sont bien sûr des sous-groupes de G. C'est ce qu'on appelle les sous-groupes triviaux. C'est-à-dire que n'importe quel groupe possède au moins deux sous-groupes. L'élément neutre, l'ensemble formé par l'élément neutre, et lui-même. Maintenant, il pourrait avoir d'autres sous-groupes. Mais ces deux-là, ils existent forcément. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous trouvez le sujet difficile?
Il est difficile dans les deux, le homomorphisme et injectivité. Homomorphisme et injectivité. C'est difficile dans quel sens? C'est juste des calculs. Comment trouver l'idée? Homomorphisme et difficile. Alors, c'est-à-dire comment trouver l'isomorphisme? Bon, vous pouvez aller vers bon, certains vous l'avez trouvé, certains d'entre vous ont dit que on n'avait pas effectivement, il y a des éléments qui ne peuvent pas s'écrire comme des puissances de 2. D'accord? Donc vous l'avez trouvé, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, globalement, maintenant qu'il y ait une question qui soit compliquée, c'est normal, c'est un sujet d'examen. Mais ce qui est, comme ici, voilà, 3,0, bien danger, mais il n'a pas d'antécédent. Parce que je ne peux pas écrire 3 comme 2 à la puissance n. Tout simplement. Donc là, c'est pas compliqué. D'accord? Il suffit de le remarquer. Mais moi, ce que je vous ai dit, c'est que déjà pour savoir est-ce que vous devez aller montrer la surjectivité ou bien chercher un contre-exemple, il faudrait regarder les objets que vous avez. D'un côté, vous avez Z qui est commutatif. D'un autre côté, vous avez G, vous avez montré qu'il n'est pas commutatif. Et donc, dès le départ, il faut réfléchir que ça ne peut pas être isomorphe. Et donc, je vais aller chercher un contre-exemple. D'accord? Déjà, vous savez qu'est-ce que vous devez chercher. Par contre, si vous ne savez pas, vous allez patauger. Donc, vous allez essayer, est-ce que c'est surjectif? Est-ce que je vais chercher, montrer la surjectivité ou non? Est-ce que vous comprenez ce que... C'est pour ça que la connaissance de votre cours est très importante. Parce que vous savez où vous devez vous diriger. Sinon, globalement, ben vous avez pratiquement une quinzaine de points dans ce sujet qui sont donnés. 15 points qui sont pratiquement cadeaux. Et le reste, il faut réfléchir un peu. Alors, c'est tous les sujets pratiquement qui sont comme ça. Il faut simplement, encore une fois, savoir que vous ne devez pas rester bloqué sur une question. Allez vers les questions que vous connaissez, sans stresser. Essayez de récolter le maximum de points. Une fois que vous avez répondu à tout ce que vous connaissez, réfléchissez sur les questions auxquelles vous n'avez pas su répondre. Parfois, en répondant aux questions qui sont après, ça vous renseigne sur les questions d'avant que vous n'avez pas su trouver. D'accord? Donc, en revenant, vous allez revenir avec de meilleures dispositions. Et donc, vous pouvez réfléchir de façon beaucoup plus efficace. Est-ce que c'est clair? Donc, on ne travaille pas de la même façon lorsqu'on est chez soi à préparer une série d'exercices et lorsqu'on est face à un sujet d'examen. Ce n'est pas du tout la même façon d'aborder. Lorsque vous préparez une série d'exercices, il faut au contraire prendre le temps de réfléchir à toutes les questions parce que c'est important. Vous avez oublié une définition, vous prenez votre cours, vous regardez la définition, ça vous permettra de la mémoriser puis d'aborder la question sans regarder les solutions. C'est très important. La solution, on la regarde une fois qu'on a... vers ce que vous pensez être le plus facile pour vous et ensuite revenez aux questions qui nécessitent un peu plus de réflexion. D'accord? C'est comme ça qu'il faut travailler en examen et bien sûr, il faut être préparé à l'avance, c'est-à-dire connaître votre cours, c'est très très important. On ne cessera jamais de le répéter. Le TD tout seul ne suffit pas, le cours tout seul ne suffit pas. Il faut les deux. Il faut connaître les notions de cours et savoir les appliquer. D'accord? Un TD ne remplace jamais un cours. Il vient comme un complément au cours. Alors, si vous n'avez pas de questions et si ça vous intéresse, je peux vous proposer un autre sujet, au moins un exercice de l'autre sujet. C'est un sujet qui a été donné en 2017-2018. Alors, c'est un sujet qui a été fait par Monsieur Abchiche et moi-même. Donc, on avait travaillé encore ensemble durant cette année-là. Donc, si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez que je continue? Oui, madame. D'accord.
Oui, madame, oui. Alors, je vais essayer d'aller très vite et je vais aller très vite, donc 2 minutes. Donc, alors, les questions de cet exercice sont indépendantes, d'accord? Donc là, c'est toujours un premier exercice, c'est juste des questions de connaissance générale. Alors, combien d'éléments contient chacun des ensembles suivants? Donc là, on demande que le cardinal. Alors, premier ensemble. 0. Vide. Cet ensemble contient Ensemble. Cet ensemble il contient combien d'éléments? 5. Non, le premier. Ah, Non, Ça. aucun élément. Et un élément, l'ensemble vide. oui. Il contient Un élément. un élément. L'ensemble C'est vide. l'élément. Voilà. Cet ensemble-là Un. contient un élément. Cet ensemble. 2. Oui, c'est Deux éléments. Deux éléments. Cet ensemble, Un Un élément. élément. un élément qui est l'ensemble 1-2. D'accord? Donc, il faut regarder bien vos ensembles. Alors, la solution, voilà. Vous avez le cardinal de cet ensemble. C'est le même cardinal, donc les deux premiers ensembles, que le troisième ensemble aussi. Ça vous donne 1. D'accord? Il y a un seul élément. Alors, c'est peut-être mal scanné un peu, parce qu'on a scanné très rapidement le corrigé. Et le cardinal du deuxième ensemble, donc de cet ensemble, est égal à 2. D'accord? Donc, vous voyez que il faut faire attention. Ici, un ensemble, il est défini par 2 accolades. Et ensuite, vous comptez ce que vous avez à l'intérieur. D'accord? Alors, deuxième question. Alors, je vais juste essayer d'ouvrir une deuxième fois le sujet pour ne pas avoir à jongler. Voilà. Donc, voilà le sujet et voilà le corrigé. D'accord? Donc, alors la deuxième question, on considère 2 ensembles A et B. Montrer que P de A union P de B est contenu dans P de A union B. Donc là, c'est une preuve à apporter. Montrer que P de A union P de B est contenu dans P de A union B. D'accord? Donc, alors, P de A union P de B. On veut montrer qu'il est contenu dans P de A union B. Donc là, je n'ai pas A et B particuliers. Je dois le montrer de manière générale. D'accord? Donc, je me donne un élément, je me donne soit X appartenant à P de A union P de B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans P de A ou bien dans P de B, puisqu'il est dans la réunion. Donc, il est soit dans l'un, soit dans l'autre. Il pourrait être dans les deux. D'accord? Le ou ici n'est pas exclusif. Qu'est-ce que ça signifie? Si X est dans P de A, ça veut dire qu'il est contenu dans A. Si X est dans P de B, ça veut dire qu'il est contenu dans B. Donc, X, il est contenu dans A ou contenu dans B. Et donc, puisqu'il est contenu dans A ou dans B, ça veut dire qu'il est contenu dans A union B. Puisque X est contenu dans A union B, ça veut dire qu'il appartient à P de A union B. D'accord? Est-ce que vous voyez comment on aborde les questions? Et donc, on a montré cette inclusion. Alors, deuxième question. On va poser A, c'est l'ensemble 1-2. B, c'est l'ensemble 3-4. On vous demande de déterminer P de A et P de B. Et ensuite, de dire, est-ce qu'on a P de A union P de B égale à P de A union B? Est-ce qu'on a l'égalité? Alors, on sait qu'on a une inclusion. Mais on ne sait pas, est-ce que ça pourrait être une égalité? D'accord? Donc, on va voir. Bon, ici, c'est un exemple. Donc là, je vais calculer P de A, P de B. Alors, P de A. Donc, l'ensemble vide, la partie 1, la partie qui contient 1, la partie qui contient 2 et la partie qui contient 1. Donc, le A en entier, 1, 2. Pour B, pareil, l'ensemble vide,
le singleton 3, le singleton 4 et B. D'accord? Alors, calculons P de A union P de B. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, ça va me donner l'ensemble vide, le 1, le 2, le 3, le 4, le 1, 2 et le 3, 4. D'accord? Alors, calculons maintenant P de A union B. Alors, P de A union B, d'abord, je calcule A union B, c'est quoi? C'est P de 1, 2, 3, 4. Alors, P de A union P de B, il contient combien d'éléments? Je peux les calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. D'accord? Donc, il contient 7 éléments. Mais, P de A union B, il doit contenir combien d'éléments? Il va contenir 2 à la puissance le cardinal de A union B. Mais, A union B, il y a combien d'éléments? Il y a 4 éléments. Et donc, il doit contenir 2 puissance 4 éléments, c'est-à-dire 16 éléments. Et donc, je ne peux pas avoir égalité entre un ensemble qui contient 7 éléments et un ensemble qui contient 16 éléments. Et donc, je peux dire directement que je n'ai pas égalité entre ces deux ensembles. D'accord? Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin de déterminer les 16 éléments. Ici, c'est facile. Mais ici, 16 éléments avec les risques d'erreur. Je n'ai pas besoin de déterminer. Ben, je m'assure déjà, est-ce que l'égalité est possible? C'est plus facile de calculer le nombre d'éléments. Donc, je calcule le nombre d'éléments, ben, je trouve que c'est pas égal, ben, je n'ai pas besoin de le déterminer. Puisque la question qu'on me demande, c'est est-ce que j'ai égalité? Ben, je n'ai pas égalité, ça suffit. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, vous voyez que parfois, il ne faut pas sauter directement sur les calculs. Il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on vous demande exactement et comment je peux répondre de la meilleure façon qui soit. Alors, troisième question, montrer que si F est une application de E dans F, alors, quel que soit AB appartenant à P de E, F de A inter B est égal à F de A inter F de B si et seulement si F est injective. D'accord? Donc là, on se donne une application. Une application qui va de E dans F. Alors, il faut montrer la chose suivante. Vous avez égalité entre ces deux éléments si et seulement si F est injective. D'accord? Donc ici, il s'agit de montrer une condition nécessaire et suffisante. Alors, nous allons le montrer. Nous avons donc F, c'est une application de E dans F, AB, 2 parties de E. Alors, F de A inter B est égal à F de A inter F de B si et seulement si F injectif. Alors, nous allons donc montrer la première implication, c'est-à-dire ce sens-là. Alors, on veut montrer que F est injective, c'est-à-dire je suppose que j'ai cette égalité, je veux montrer que F est injective. Pour montrer que F est injective, donc je vais me donner deux éléments x1, x2 appartenant à E. D'accord? Donc je me donne deux éléments de E tels que f de x1 égale à f de x2. L'objectif est de montrer que x1 est égal à x2. D'accord? Alors, comment je vais montrer ceci? Je dois utiliser cette égalité que j'ai. Et donc, je dois faire apparaître des ensembles. Alors pour ça, je vais poser y égale à f de x1. D'accord? Donc ici, je vais l'appeler y, c'est f de x1 qui est égal à f de x2. D'accord? C'est cet élément-là, puisque j'ai égalité. Donc cette valeur-là, qui se trouve dans f, je vais l'appeler y. Est-ce que tout le monde me suit? Alors, je pose a égale x1 et b égale à x2. Alors, f de a, c'est f de x1, c'est l'ensemble qui contient f de x1. Mais f de x1, c'est y. Donc, c'est l'ensemble qui contient y. Mais cet ensemble-là, c'est également f de b, puisque j'ai égalité ici. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai f de a
est égal à f de p est égal à cet ensemble-là. Donc, comme on a supposé que ça c'était toujours vrai, donc f de a inter f de b est égal à f de a inter b qui est égal à y. Vous êtes d'accord? Pourquoi? J'ai f de a, c'est y, f de b, c'est y. Donc cette quantité, elle est égale à y. Mais d'après ceci, cette quantité, elle est égale à cette quantité. Donc, ça, f de a inter b va être égal à y. Vous êtes d'accord? Donc, si x1 est différent de x2, si x1 est différent de x2, ben ça signifie que a inter b va être égal à l'ensemble vide. Et f de a inter b va être égal à l'ensemble vide qui est différent de y. Je ne peux pas avoir ceci puisque j'ai supposé que j'ai l'égalité. D'accord? Donc je ne peux pas avoir l'ensemble vide. Donc forcément, x1 est égal à x2. Et donc, f est injectif. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pardon? Oui, alors, je sais que il y a un raisonnement ici. Comment je montre ce sens? Donc, je suppose que j'ai ça qui est vrai. Donc, je suppose, vous devez montrer que P implique Q. Vous supposez que P est vrai. Et vous allez montrer que Q est vrai. D'accord. Donc, ça, c'est vrai. Quel que soit AB appartenant à E, contenu dans E, pardon. Quelles que soient deux parties que je prends dans E, j'ai cette égalité-là. Ce que je veux montrer, c'est que F est injectif. Alors, pour montrer que F est injectif, il faut prendre deux éléments de E qui ont une même image dans F. Et montrer que ces deux éléments sont identiques. Vous êtes d'accord? C'est ça la définition de l'injectivité. Donc, je me donne deux éléments x1, x2, tels que f de x1 est égal à f de x2. Alors, je pose y égale à ça. Donc, y, c'est f de x1 et c'est en même temps f de x2. Le y, il est bien dans f. Vous êtes d'accord? Parce que f de x1, il est dans f. Alors, je vais poser a égale au singleton x1 et b égale au singleton x2. Alors, x1, et a et b, ce sont deux parties de E. Vous êtes d'accord? Donc, ce sont deux parties de E. Ben, ça veut dire que je peux dire que appliquer cette égalité-là, qu'on a supposé vrai. Ça veut dire quoi? Que f de a inter b va être égal à f de a inter f de b. Alors, calculons, c'est quoi f de a? F de a, c'est cet ensemble. Et c'est en même temps f de b. Vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? F de A, c'est f de x1. C'est l'ensemble qui contient f de x1, c'est-à-dire y. Et f de b, c'est l'ensemble qui contient f de x2, donc c'est y. Donc vous êtes d'accord que f de A et f de b, c'est ça. Alors calculons, donc j'ai f de A et j'ai f de b. J'ai besoin de calculer f de A inter b aussi. D'accord? Donc, f de A inter f de b, ça sera égal à quoi? Donc c'est cet ensemble inter cet ensemble. Donc il est égal à y. Mais f de A inter f de b, j'ai supposé qu'il était, comme on a supposé que P est vrai, donc c'est égal à f de A inter b. Ça veut dire que f de A inter b est égal à y. Vous êtes d'accord? Ça, je l'ai. Ça, à partir du moment où on a supposé que ça c'est vrai, donc j'ai ça. D'accord? Alors maintenant, c'est là qu'intervient un peu, il y a un raisonnement un peu subtil. Si je n'ai pas l'égalité, c'est-à-dire si x1 est différent de x2, ça veut dire que A et B, ils sont disjoints. Donc leur intersection, elle est égale à l'ensemble vide. Et si A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est quoi l'image de l'ensemble vide? C'est l'ensemble vide. Et c'est différent de Y. Donc ça ne peut pas être ça. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc je ne peux pas avoir x1 différent de x2. Et donc forcément, si je n'ai pas x1 différent de x2, donc j'ai
sa négation. C'est quoi la négation? C'est x1 égale à x2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Revenons. On a pris deux éléments x1 et x2 qui ont une même image et on vient de montrer que ces éléments sont égaux. Donc, f est injective. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vrai que, mais c'est un beau raisonnement. C'est un peu subtil, mais vous voyez un peu que, voilà, il faut appliquer tout le raisonnement logique que vous avez pour avoir. Donc là, on a montré cette implication. Maintenant, il va falloir montrer la deuxième implication. C'est-à-dire quoi? Je suppose que f est injective et je montre que ceci est vrai, quel que soit AB contenu dans E. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de prendre des exemples particuliers. Il faut montrer que c'est vrai, quel que soit AB. Donc, pour cette... donc, on a supposé que f est injective. Ça veut dire que ça, c'est bon. Je l'ai. Je l'ai. Et dès qu'on en a besoin, on va le prendre. Maintenant, je veux montrer l'égalité entre ces deux ensembles. Donc, je vais prendre, pour montrer l'égalité ensemble lisse, on va montrer la double inclusion. Alors, on se donne un élément dans f de A inter f de B, c'est-à-dire un élément qui appartient à... c'est descendu un peu trop vite. Donc, un élément qui appartient à f de A inter f de B. D'accord? Puisque y est dans f de A inter f de B, ça veut dire qu'il est dans f de A et qu'il est dans... Vous êtes d'accord? C'est l'intersection, donc il est dans les deux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que y appartient à f de A? Ça veut dire qu'il existe un A appartenant à A, tel que petit y est égal à Y. Voilà. Et y, il est dans f de B, ça veut dire quoi? Qu'il existe un B appartenant à f de B, tel que y égale à f de petit b. Appartenant à B ici, hein. C'est une erreur, désolé. Il existe un B appartenant à B, pas à f de B. D'accord? C'est comme ici, hein. C'est-à-dire ici, y appartenant à f de B, donc il existe un B appartenant à B, tel que y est égal à f de B. Donc ici, il y a une erreur, il faudra qu'on la corrige. Ou bien, voilà, je sais pas si je pourrais vous scanner ça avant l'examen. J'ai pas de scan sur moi. Je vais voir, sinon je les corrige juste au stylo rouge comme ça et je vous l'envoie. D'accord? Tel que y est égal à f de b. Alors on a, donc, qu'est-ce qu'on a? Comme on a y qui est dans f de A et dans f de B. Donc, comme on a, pardon, y qui est égal à f de A et qui est égal à f de B, ça veut dire que j'ai f de A est égal à f de B. Vous êtes d'accord? Ça, c'est y. C'est le même élément. Donc, j'ai f de A égal à f de B. Mais, il ne faut pas oublier, on a supposé que f est injective. Et donc, qu'est-ce que je peux conclure? Puisque f de A est égal à f de B, ben, je conclus que A est égal à B. Injectivité. D'accord? Puisqu'elle est injective. Non, f injective, je l'ai. Et j'ai f de A égale à f de B. Donc, je peux conclure que A est égal à B. Puisqu'elle est X1, X2. Pardon? Quand f de x1 égale à f de x2 implique x1 égale à Voilà. Puisqu'on vient de trouver, qu'est-ce qu'on a? On a ici, y il est égal à f de A. Et, c'est un et, y il est égal à f de B. Ça veut dire quoi? Que f de A est égal à f de B. Puisque c'est y. D'accord? Donc ça, c'est y. Vous êtes d'accord? Donc y égale f de A égale à f de B. Donc j'ai égalité entre les deux. Et je sais que f est injective. Donc je vais avoir égalité entre A et B. Donc A est égal à B. Mais A, il est dans A. Et B, il est dans B. Ça veut dire que A qui est égal à B, il va être dans A inter B. Vous êtes d'accord? Puisque A et B sont dans A inter B, et Y il est égal à F de A ou bien F de B, ça veut dire qu'il est Y il est dans F de A inter B.
Vous êtes d'accord? Il est dans f de a. Donc on a pris y dans f de a inter f de b et on l'a trouvé dans f de a inter b. Ça veut dire que j'ai cette inclusion. Maintenant, il s'agit de montrer la deuxième inclusion. Donc, j'ai la première inclusion. Alors, montrons maintenant la deuxième inclusion. Soit y appartenant à f de a inter b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va exister un x appartenant à a inter b tel que y égale à f de x. Alors, x, il est dans a inter b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans a et il f est dans de x est dans f de a. Puisque x est dans a, ça veut dire que y f de il est x est dans dans f de f de a. a. Voilà. Et comme x il est dans b, donc f de x, c'est-à-dire y, il est dans f de b. Et donc y, il est dans l'intersection de f de a et de f de b. Et j'ai donc la deuxième inclusion. Et par suite, j'ai l'égalité. Et donc, nous avons montré l'équivalence. D'accord? Donc, vous voyez, Madame, oui, comment on montre f de e égale à f, soit on avait une application de e, partie عندنا وصول انطلاق e et وصول f de e égale à f, maintenant f est surjective. non, oui, qu'elle est surjective. Comment on montre? Oui. C'est-à-dire, ça c'est la définition. La surjectivité, c'est quoi? C'est lorsque f de e est égal à f. Ça, c'est la définition de la surjectivité même. Ah oui, D'accord? C'est l'inf, non. C'est un quoi? J'ai pas compris. L'inf, l'image. L'inf. Lymphe. C'est quoi lymphe? L'im, IMF. IMF, écoutez, lorsque vous parlez d'image, c'est parce que vous avez un morphisme, pas dans une application quelconque. Il faut faire attention. C'est dans les morphismes que vous avez le ker et l'image. Ici, vous ne parlez pas d'image, c'est juste une application. Écoutez, vous êtes en train de confondre entre les morphismes et les applications quelconques. La surjectivité, de manière générale, lorsque vous avez une application, elle est surjective si et seulement si f de e est égal à f. L'image de e, c'est f en entier. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f, tous les éléments de f sont atteints par cette application. Il n'existe aucun élément de f qui n'est pas d'antécédent, puisque l'image de e, c'est quoi? C'est les éléments f de x tels que x appartient à e. Si vous trouvez f en entier, ça veut dire que tous les éléments de f ont des antécédents. Et donc, votre application est surjective. À ne pas écrire IMF. IMF, ça suppose que f est un morphisme. Pas une application simple. Et lorsque vous avez un morphisme, ça veut dire que vous avez un groupe, un anneau, un corps. C'est un morphisme de quelque chose, d'une structure. Donc, vous avez une structure. Est-ce que c'est clair? Donc, vous n'avez pas le droit de parler d'image si ce n'est pas un morphisme. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Alors, l'exercice 2. L'exercice 2, c'est celui que je voulais vous faire en premier. Il est, enfin, c'est pas qu'il est compliqué, mais le fait de définir un peu une relation avec des sinus et des cosinus, ça peut un peu déstabiliser, mais ce n'est pas du tout difficile. D'accord? Alors, on définit sur R la relation R par, quel que soit x, y appartenant à R, x est en relation avec y, si et seulement si, cosinus carré x plus sinus carré y égale à 1. D'accord? Cosinus carré x plus sinus carré y égale à 1. Montrer que R est une relation d'équivalence sur R. Donc, on va montrer que R est une relation d'équivalence. Alors, pour montrer que c'est une relation d'équivalence, donc il va falloir montrer qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. D'accord? Alors, premièrement, pour montrer qu'elle est réflexive, je sais que cosinus carré x plus sinus carré x est toujours égal à 1.
quel que soit x appartenant à R. Et donc x, lorsque je remplace y par x, cette relation, elle est vérifiée. Et donc x est en relation avec lui-même. Et ceci, quel que soit x appartenant à R. Et donc elle est réflexive. D'accord? Deuxième point. Si Gx est en relation avec y, ça implique quoi? Ça implique que cosinus carré x plus sinus carré y égale à 1. D'accord? Ça implique quoi? Donc, alors, il faut savoir que lorsque, donc là, vous avez cette relation qui est tout le temps vraie, quel que soit x. Donc, je remplace cosinus carré x par 1 moins sinus carré x. Et je remplace sinus carré y par 1 moins cosinus carré y. D'accord? Donc, j'ai égalité. Donc, ça me donne ça plus ça est toujours égal à 1. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vous donne maintenant? Donc, ça va vous donner 1 plus 1 moins sinus carré x moins sinus carré y égale à 1. Alors, ramenez sinus carré x et sinus carré y à droite. Et ramenez ce 1 à gauche. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus carré y plus sinus carré x. Sinus carré x. D'accord? Ici, c'est x. Hein. C'est une erreur. Ici, c'est x. Donc, vous aurez cosinus carré y plus sinus carré x égale à 1. Parce que là, vous aurez 2 moins 1 égale à 1. Et donc, y est en relation avec x. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, il suffisait, comme j'ai le premier, alors regardez, qu'est-ce qui change ici? C'est que celui qui se trouve à gauche, le x qui se trouve à gauche, il est lié au cosinus. Et le y qui se trouve à droite, il est lié au sinus. Et donc ici, pour passer de x en relation avec y à y en relation avec x, il fallait interchanger. Puisque j'avais ici cosinus x et là sinus y, donc il fallait avoir ici un sinus, avec x un sinus, et associer à y un cosinus. Donc on a utilisé cette relation, sinus carré plus cosinus carré, lorsqu'il s'agit de la même valeur, égale à 1. Est-ce que vous voyez un peu l'astuce ici? Et donc, on retrouve y en relation avec x. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a suivi? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, j'ai x qui est en relation avec y. Je veux montrer que y est en relation avec x. Donc, oui. X en relation avec y, ça implique que cosinus carré x plus sinus carré y égale à 1. Mais, pour montrer que y est en relation avec x, je dois avoir cosinus carré y plus sinus carré x. D'accord? Oui. Et cosinus carré x, c'est 1 moins sinus carré y. Voilà. Même chose avec eux, donc, ici, on a utilisé cette écriture. C'est-à-dire qu'on a échangé le cosinus, on a écrit cosinus carré x en fonction de sinus carré x, et on a écrit sinus carré y en fonction de cosinus carré y. C'est la seule astuce. Et vous vous ramenez à ça, qui vous donne y en relation avec x. Et donc, elle est symétrique. Pardon? Et on fait la multiplication avec moins 1. Il n'y a pas de multiplication, c'est une addition ici. Il n'y a pas de multiplication. Oui, madame. 1 plus 1. Voilà, madame, voilà. Non, vous ramenez à droite. Vous n'avez même pas besoin. Vous ramenez à droite. Ah, oui, d'accord. Ou bien vous multipliez par moins 1, comme vous voulez. Et là, vous vous ramenez à c'est une égalité. Donc, multipliez par moins 1, changez de place, c'est-à-dire ramenez à droite et celui qui est à droite, vous le ramenez à gauche, vous avez la relation. D'accord? D'accord. C'est bon? Donc, elle est symétrique. La transitivité. J'ai x en relation avec y et y en relation avec z. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, la première me donne cosinus carré x plus sinus carré y égale à 1. La deuxième me donne cosinus carré y plus sinus carré z égale à 1. Alors, faisons la somme des deux. Si je fais 1 plus 2, qu'est-ce que ça me donne? Cosinus carré x plus sinus carré y plus cosinus carré y plus sinus carré z égale à 2. D'accord?
Oui. Et donc, j'isole cosinus carré x plus sinus carré y plus cosinus carré y plus sinus carré y. Ça me donne 1. D'accord? Et donc, je vais obtenir ça, qui est cosinus carré x plus sinus carré z, égale à 2 moins ce 1-là. Et donc, ça me donne égal à 1. Ce qui me donne x en relation avec z. Et donc, elle est transitive. Alors, les 3 conditions qu'on vient de montrer ici nous donnent R, relation d'équivalence. D'accord? Alors, on a une relation d'équivalence, on nous demande de déterminer la classe de 0 et la classe de pi sur 4. Calculons la classe de 0. Alors, la classe de 0, c'est les x appartenant à R tels que x est en relation avec 0. C'est-à-dire c'est x de R tel que cosinus carré x plus sinus carré 0 égale à 1. Alors, le sinus de 0, c'est 0, et donc, cosinus carré x égale à 1. Donc, je cherche les x tels que le cosinus carré x égale à 1. C'est-à-dire, tel que... Alors, si je prends la racine carrée, ici, qu'est-ce que ça me donne? Puisque je veux le carré, donc ça va me donner valeur absolue de cosinus x égale à 1. D'accord? Racine égale racine. Donc, la racine, il ne faut pas oublier que ça vous donne valeur absolue de x égale à 1, de cosinus x égale à 1. Alors, quels sont les x qui vérifient valeur absolue de cosinus x égale à 1? Ce sont tous les kpi pour k appartenant à z. D'accord? Vous avez cosinus x égale à 1, si x égale à 0, à pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, et ainsi de suite. C'est-à-dire à kpi. D'accord? Pour k appartenant à z. Alors maintenant, la classe de pi sur 4, même chose, c'est les x de R tels que x est en relation avec pi sur 4. Donc c'est les x de R tels que cosinus carré x plus sinus carré pi sur 4 égale à 1. Donc c'est les x de R tels que cosinus carré x égale, alors je sais que sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Et donc, lorsque vous élevez au carré, donc vous allez avoir racine de 2 sur 2 au carré, c'est 2 sur 4, et donc ça vous donne 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça vous donne 1 demi. Donc ça, ceci vous donne cosinus, les x appartenant à R, tels que cosinus carré de x est égal à 1 demi. Maintenant, donc c'est les x de R, tels que cosinus de x est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Si je passe à la racine. D'accord? Et quels sont les x tels que cosinus est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2? Ben c'est tout simplement les pi sur 4 plus k pi sur 2. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc pour obtenir racine de 2 sur 2, donc vous avez pi sur 4, vous avez pi moins pi sur 4, vous avez pi plus pi sur 4 et vous avez pi 2pi ou moins pi sur 4. Donc à chaque fois que vous rajoutez pi sur 2, vous obtenez une valeur. Donc vous avez les 4 valeurs et vous faites les tours. D'accord? Alors, question suivante. Montrez que la classe de 0 est un sous-groupe du groupe R muni de l'addition. D'accord? Donc là, c'est R+, c'est un groupe usuel. C'est le groupe que vous connaissez, R muni de l'addition usuelle. On vous demande de montrer que la classe de 0 est un sous-groupe de R+. D'accord? Alors, la classe de 0, on a dit que c'était kpi, pour k appartenant à z. Ensemble non vide. Pour montrer que c'est un ensemble non vide, d'abord, le 0, il est bien dans la classe de 0. Parce que, donc, la classe de 0 est différente de l'ensemble vide. Vous êtes d'accord? Je prends 2 éléments dans la classe de 0, que j'appelle xy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça signifie, est-ce que x moins y appartient à la classe de 0? Pour montrer que c'est un sous-groupe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, je calcule x moins y. Alors, x s'écrit comme k1pi, puisqu'il est dans la classe de 0.
Y s'écrit comme K2 pi, avec K1 et K2 qui sont dans Z. Alors, calculons X moins Y. X moins Y, il va s'écrire K1 moins K2 fois pi, avec K1 moins K2 qui se trouve dans Z, puisque c'est la différence de deux éléments de Z. Et donc, il est bien dans la classe de 0. Vous êtes d'accord? Donc, X moins Y, il est bien dans la classe de 0. Et la classe de 0 munie de l'addition est bien un sous-groupe de R muni de l'addition. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, madame. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, non? Ah, vous avez dit non, vous n'avez pas compris. Madame, pourquoi donne la X moins Y? Alors ici, vous regardez votre cours. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour montrer que c'est un sous-groupe, il faut montrer que l'ensemble est non vide, qu'il est stable pour la loi du groupe et qu'il est stable pour l'élément symétrique. D'accord? C'est-à-dire que je devais montrer ici quoi? Que si je prends x et y appartenant à la classe de 0, il faudra que x plus y se trouve dans la classe de 0 et que moins x se trouve dans la classe de 0. Alors, rappelez-vous que ces deux conditions, on peut les regrouper en une seule. C'est que c'est x plus le symétrique de y. Or, le symétrique de y, c'est moins y, puisque c'est par rapport à l'addition. Donc, il suffit de montrer les deux conditions, c'est-à-dire x plus y appartient à la classe de 0 et moins x appartient à la classe de 0. On peut les combiner et montrer simplement que x plus le symétrique de y se trouve dans la classe de 0. C'est-à-dire tout simplement x moins y. Là, revoyez les définitions que vous avez sur le sous-groupe. Vous allez voir que vous avez deux manières équivalentes de montrer qu'une partie d'un ensemble, d'un groupe, est un sous-groupe. D'accord? Alors, lorsque c'est facile, on utilise celle-là. Lorsque c'est compliqué pour vous, ben vous séparez. Vous montrez l'addition d'abord et moins x après, tout simplement. Mais parfois, il est facile d'utiliser une seule. Celle-là, c'est pas compliqué, donc on peut l'utiliser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Je peux passer à la question suivante ou à l'exercice suivant. Alors, exercice 3. Alors, on munit R2 de la loi de composition étoile définie pour tout x, y, x', y' de R2 par de cette manière. Donc, x, y, étoile, x', y', ça va être x plus x', et y plus y' plus 2 fois x'. D'accord? Donc, c'est de cette manière que la loi étoile est définie. Et là, on vous dit directement que R2 est muni de la loi de composition. C'est une loi de composition. Mais on vous a pas dit qu'elle était interne. D'accord? Donc, il faudra le montrer. On vous demande de montrer que R2, muni de cette loi, est un groupe abélien. Alors, solution. Oh là là, j'ai avancé trop vite. Alors, soit, voilà, donc, notre loi est définie de cette manière. Alors, la loi, alors, c'est une loi de composition. C'est une loi de composition. Donc là, on l'avait rajouté, c'est une loi de composition interne, directement. Mais c'est facile de vérifier. Hein. Donc, c'est une loi de composition interne. C'est R. On l'avait rajouté au tableau. D'accord? Mais sinon, c'est très facile à vérifier. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous vérifiez? Puisqu'on est dans R2, ben, l'addition de deux éléments de R se trouve dans R. L'addition et la multiplication d'éléments de R se trouvent dans R. Donc ici, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc c'est bien, elle est bien interne, il n'y a pas de souci. Alors pour montrer que c'est un groupe abélien, donc il va falloir montrer la commutativité, l'associativité, l'élément neutre et l'élément symétrique. Alors quand je prends deux éléments de R2,
lorsqu'on les compose par étoile, donc on va trouver ceci. D'accord? Et donc, en composant x', y', étoile xy, je trouve ceci. Mais ça, c'est bien xy étoile x', y'. Pourquoi? Parce que ça, c'est commutatif dans R, ça, c'est commutatif dans R, et ça, c'est commutatif dans R. D'accord? Donc là, on n'avait pas donné les détails dans le corrigé parce qu'on l'avait fait, on l'avait fait un peu au tableau. Donc, dans ça, je l'avais fait juste pour montrer. On n'a pas fait tous les détails des calculs, mais c'est facile à voir. D'accord? Donc ici, comme l'addition et la multiplication dans R sont commutatives, et donc l'étoile, elle est bien commutative. Alors, pour l'associativité, pareil. Donc, on calcule d'abord xy étoile x', y'. Donc, ça nous donne ça. Puis, on va composer avec x seconde, y seconde. Alors, ça va nous donner ceci. Donc, là, vous vérifiez après les calculs. On va vous envoyer le corrigé. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Lorsque vous calculez xy étoile x', y', étoile x seconde, y seconde, c'est-à-dire que je dois d'abord faire ceci, d'accord? On doit d'abord faire ceci, et ensuite on compose à gauche par x étoile y. Vous allez trouver exactement la même chose, d'accord? Et donc, elle est associative. Alors, pour l'élément neutre, on va vérifier que 0, 0 est bien un élément neutre. Donc, xy étoile 0, 0, ça me donne xy. Comme étoile est commutative, bah, ça implique que 0, 0 est un élément neutre. D'accord? La commutativité me permet de conclure sans faire la deuxième. C'est-à-dire sans vérifier 0, 0 étoile xy égale à xy. D'accord? Alors, ici, donc, c'est juste pour vous montrer que l'on peut, bon, j'aurais pu vous dire directement, vous donner le symétrique, mais là, c'est juste parce que certains étudiants avaient demandé comment on les cherche, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas le chercher sur leur brouillon, et donc j'avais un peu rédigé pour qu'ils voient comment faire ceci. Donc, xy étoile x', y' égale à 0, 0. Donc, je cherche x', y'. D'accord? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, alors quand vous calculez xy étoile x', y', vous allez trouver x plus x', donc qui doit être égal à 0. Et la deuxième composante, c'est y plus y' plus 2x', qui doit être égal à 0 aussi. Alors ici, la première égalité va me donner x' égale à moins x. Lorsque vous appliquez dans la deuxième égalité, donc vous allez avoir y plus y' moins 2x carré, puisque vous remplacez les x' par moins x. Donc vous allez trouver moins 2x carré égale à 0. Et donc vous trouvez que y', c'est 2x carré moins y. Et donc, je vais essayer de montrer que le symétrique de x, y, c'est-à-dire xy moins 1, pour étoile bien sûr, c'est moins x et 2x carré moins y, quel que soit xy appartenant à R2. D'accord? Donc, là, je l'ai montré. Là, je l'ai montré à droite et je n'ai pas besoin de le montrer à gauche parce que ma loi est commutative. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire ce travail sur votre brouillon et ensuite le vérifier simplement. C'est-à-dire écrire ici moins x et 2x de moins y' et faire la composition avec étoile et trouver 0, 0. Et ça suffit. D'accord? Donc là, on conclut que c'est un groupe abélien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc on vient de montrer que R2 muni de étoile est un groupe abélien. Alors la deuxième question, on donne l'ensemble H. C'est quoi l'ensemble H? C'est l'ensemble qui est formé par les couples qui s'écrivent x, x carré. C'est-à-dire ici, c'est le même x. Hein?
avec x appartenant à R. Donc, par exemple, si je remplace x par 0, je vais avoir 0, 0. Si je remplace x par 1, je vais avoir 1, 1. Si je remplace x par 2, je vais avoir 2, 4. Et ainsi de suite. Donc, vous remplacez, c'est la même valeur de x. Montrez que cet ensemble-là, c'est un sous-groupe de R2 muni de la loi étoile. Alors, montrons que c'est un sous-groupe. Donc, H, c'est cet ensemble-là. Pour montrer que c'est un sous-groupe, on vérifie d'abord qu'il est non vide. Alors, on vérifie que l'élément neutre de R2 étoile, c'est-à-dire 0, 0, appartient à H. Ben, il est bien dans H, il suffit de remplacer x par 0. Et donc, H est différent de l'ensemble vide. Alors, on se donne deux éléments de H, x, x carré et y, y carré. Calculons x, x carré étoile y, y carré moins 1. D'accord? C'est-à-dire que là encore, j'applique la même. Je ne vais pas faire les deux relations, mais je vais faire celle qui les combine. Y, y carré moins 1, c'est-à-dire le symétrique. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner x, x carré étoile. Alors, le symétrique de y, y carré, ben, ça me donne moins y et 2y carré moins y carré. Non, c'est 2. Oui, c'est 2y carré, parce que ça vous donne normalement 2x2, donc 2 fois la première composante au carré, donc 2y carré, moins la deuxième composante, donc moins y carré. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous remplacez ici par xy. D'accord? Donc là, vous avez moins la première composante, donc c'est moins y, et là, vous avez 2 fois la première composante au carré, donc 2 fois y carré, moins la deuxième composante qui est y carré. Donc ça vous donne ceci. Et donc, ça va me donner x, x carré étoile moins y, y carré. Et donc, je vais appliquer donc x moins y et x2 plus y2 moins 2xy. Ce qui me donne donc x moins y, et ça, c'est bien x moins y au carré. Donc, c'est un certain z, z carré. Donc, c'est bien un élément de H. Et donc, H est bien un sous-groupe de R carré étoile. Alors, question suivante. On vous définit une application F qui va de R2 muni de étoile vers R muni de l'addition usuelle. Alors, comment elle est définie cette application? À xy, qui se trouve dans R carré, j'associe x carré moins y, qui est dans R. Donc ici, c'est un réel. x2 moins y, c'est un réel. Alors, il faut montrer que c'est un morphisme de groupe. D'accord? Alors, montrons que c'est un morphisme de groupe. Et donc, nous allons calculer f de xy étoile x', y', c'est-à-dire, on va composer les éléments ici et calculer leur image. Donc, f de xy étoile x', y'. Ça va me donner quoi? C'est f de... Alors, je fais la composée ici. C'est x plus x', y plus y' plus 2x, y. 2x, x'. D'accord? Et ça va me donner donc x plus x' au carré. D'accord? J'applique. C'est la première composante au carré moins la deuxième composante. Donc, c'est la première composante au carré moins la deuxième composante. Moins tout ça. D'accord? Et donc, ça va me donner... Donc, c'est x carré plus x' carré plus 2 fois x, x'. Donc, on applique ça, on étale un peu ça, moins ceci. Alors, on simplifie 2x, x'. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x carré moins y plus x' carré moins y'. X carré moins y, c'est f de xy. X' carré moins y', c'est f de x', y'. D'accord? Donc ici, c'est y'. Hein? Ce n'est pas apparu dans le scan, tout simplement. Et donc, f est bien un morphisme de groupe.
C'est clair? Alors, C'est comme clair. c'est un morphisme de groupe, on nous demande de déterminer son noyau. D'accord? Donc, le noyau et l'image, c'est pour les morphismes. On ne peut pas les faire comme ça pour une application quelconque. C'est faux, ça n'a pas de sens. D'accord? Alors, le noyau Kerf, le noyau de F, c'est-à-dire Kerf, c'est quoi? C'est les éléments de l'ensemble de départ, donc c'est des couples de R2, tels que leur image, c'est l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée, donc du groupe d'arrivée. Donc tel que F de XY, c'est 0. C'est l'élément neutre de R pour l'addition. Donc c'est 0. Donc c'est les XY de R2 qui vérifient. Alors c'est quoi F de XY? C'est X carré moins Y est égal à 0. Et donc c'est les XY appartenant à R2 tels que Y est égal à X carré. Et c'est quoi ça? Donc c'est les couples X carré tels que X appartient à R. Et ça c'est bien H. Donc le noyau de F, c'est H. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Alors, le morphisme F est-il injectif? Non. Il n'est pas injectif. Il ne peut pas être injectif puisque son noyau c'est F. Est-ce qu'il est surjectif? Alors, on va voir. Donc, car F est différent de 0, 0, donc F est non injectif. Est-ce qu'il est surjectif? Ben, à chaque fois que vous prenez un Z appartenant à R, Z est égal à F de 0 moins Z. D'accord? Oui. Et donc F est surjectif. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que le sujet est difficile? Oui, celui-là un peu difficile, madame. Oui, madame, par rapport au Par premier. rapport au premier. Oui. Bon. Mais bon, par rapport au cours qui est fait, tout a été fait en cours aussi et en TD. Donc, ça Madame. nécessite un peu plus de réflexion, tout simplement. Oui. L'examen va être beaucoup plus au niveau de, enfin, du même niveau de ce sujet ou le premier? Ah bah, je ne sais pas. Le sujet n'est pas encore fait. On ne sait pas encore. Ah, On va d'accord. voir. Alors, madame, fait, bzaf pratique les premières questions, elle est bien simple. Lequel? Le deuxième. Le premier, هذا اللي درنا هذول. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a un peu plus de réflexion, mais c'est pas qu'il est compliqué. Il faut connaître un peu plus votre cours, tout simplement. Enfin, les premières questions, mais ça, les un peu compliquées. C'est-à-dire, c'est quoi les premières questions? T'as les démonstrations, etc. Ah oui, les questions sur le... Qui m'a dit que... Ici. Qui m'a dit l'exercice les forums. Celui-là? Celui-là. L'adjectif a dit. Oui, c'est la seule. Bah, écoutez, vous faites, on vous fait des preuves tout le temps. Une question, ben, c'est normal. C'est la seule question qui soit réellement théorique. Hein. Voilà, théorique. Voilà. Et un peu ça. Et un peu ça. Vous avez deux questions qui sont théoriques. Sinon, le reste, c'est des calculs. Hein. D'accord? C'est vrai que le premier, il est plus classique. Voilà. Madame, Oui. Est-ce qu'il y a des questions? pour montrer PA union PB inclus dans PA union B, alors montrer P2A inclus dans P union A union B, madame montrer PB inclus dans P2A union B. Ici. Oui. Pour montrer celle-là. Non. Là, c'est une inclusion semblable. Ça veut dire que vous prenez un élément là-dedans et vous essayez de le retrouver ici, tout simplement. Donc, il faut savoir comment s'écrivent les éléments qui sont là. Donc, P de A, c'est quoi? C'est un ensemble dont les éléments, c'est des parties de A. Oui. P de B, pareil. Et lorsque vous prenez la réunion, donc ici, c'est une réunion de deux ensembles de parties. Et donc, quand je prends un élément qui est là-dedans, soit il est dans P de A, soit il est dans P de B. Oui.
Vous explicitez, s'il est dans P de A, ça veut dire que c'est une partie de A. S'il est dans P de B, ça veut dire que c'est une partie de B. Oui. Votre élément, c'est soit une partie de A, soit une partie de B. Et donc, c'est une partie Oui. de A union B. Oui, Et donc, il est dans P de A union B. C'est tout. oui. Vous voyez? Maintenant, par exemple, soit X dans P de A, alors X dans P de A union B. C'est ce qu'on a fait, si, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qui a été fait. Voilà. Regardez ici. Où est-ce qu'on est? D'où P de A union B différent. Donc, c'était avant. Voilà. Soit grand X appartenant à P de A union P de B. Donc, X, il appartient à P de A, ou X appartient à P de B. Qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à P de A? Ben, ça signifie que X est contenu dans A. Donc, il faut faire la différence quand est-ce que vous écrivez inclus et quand est-ce que vous écrivez appartenance. X est un élément de P de A, mais c'est une partie de A. D'accord? Ou X appartient à P de B, c'est-à-dire que c'est une partie de B. Si X est inclus dans A ou X est inclus dans B, ben ça signifie qu'il est inclus dans A union B. Et donc, c'est une partie, c'est un élément de P de A union B. Puisque c'est une partie de A union B. Donc, c'est un élément de P de A union B. Ah oui. D'accord. Maintenant, X appartient à P de A, maintenant X groupe. Sous-groupe, qu'est-ce que ça a à voir? Non, ça n'a rien à voir. Parce que vous dites X appartient à P de A, alors X est inclus dans A. Ben, c'est quoi P de A? C'est la définition même de P de A. P de A, c'est l'ensemble des parties de A. Donc, n'importe quel élément de P de A, c'est une partie de A, il est inclus dans A. D'accord? D'accord. C'est par définition. Comment on a défini ici, par exemple? C'est quoi P de A? C'est tous ces éléments, ils sont contenus dans A. Vous avez l'ensemble vide, il est contenu dans tous les ensembles, donc il est contenu dans A. 1, il est contenu dans A. 2, il est contenu dans A. Et ça, c'est A. A, il est contenu dans A. D'accord? Et X, vous dites, X appartient. On va donner X est inclus. Oui, parce que lorsque vous parlez de l'ensemble des parties, X est un élément. Comme ici, par exemple, si je prends cet ensemble-là, je dis, c'est un élément de P de A. Il appartient à P de A. Mais, en tant qu'ensemble, il est contenu dans A. D'accord? D'accord. D'accord? Donc, quand j'écris, je vais dire que ça, si j'écris 1, là, si je le compare à 1, c'est une partie. Donc, il est inclus. Alors, je ne peux pas le faire en... Donc, il est inclus dans 1. D'accord? Mais, si je parle de... Si je parle par rapport à P de A, c'est un élément. Donc, c'est un élément. Donc, il appartient à et alors P de A. D'accord? Donc, tout dépend par rapport à quel ensemble vous le prenez par rapport à quoi. Donc, si je le prends par rapport à A, c'est une partie. Si je le prends par rapport à P de A, c'est un élément. D'accord? D'accord. Donc, il faut faire la différence, justement, entre l'inclusion et l'appartenance. C'est important. Ça, ce sont les objets, justement, que vous devez maîtriser. Toutes les notations, les appellations, vous devez les maîtriser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien, ben, j'espère que ça sera bénéfique pour vous. Alors, on va vous envoyer les corrigés dès que j'aurai rectifié un peu les petites erreurs d'écriture. Et on vous enverra. Alors, si vous avez des questions, votre examen, je pense, c'est pour le 20. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Seulement, ne me les posez pas à la dernière
dernière minute parce que je ne consulte pas souvent cette boîte. D'accord? Donc, D'accord. parce que je ne l'ouvre que sur micro. Donc là, il faudra que mon micro soit allumé. Bon, c'est toute une histoire. Donc là, il faudra me donner le temps. Ne me les posez pas 1 heure avant l'examen. Parce que là, tant pis pour vous, je ne pourrai pas vous donner de réponse. Mais posez-les-moi au moins un jour avant. D'accord? Est-ce que c'est clair? Déjà, votre examen le 20, c'est à 8h. C'est à 8h30. Et donc, au plus tard, le 19 au soir, si je ne trouve pas de questions, je ne pourrai pas répondre. D'accord? Madame, Oui. vous pouvez retourner à la question 3 de l'exercice 1, s'il vous plaît. Question 3 de l'exercice 1. Deuxième sujet? Oui, deuxième. Oui, s'il vous plaît. Question 1 de l'exercice. Voilà, question 3. Et celle-là? Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Donc, c'est l'exercice 1. C'est l'équivalence, c'est ça? Oui, l'équivalence, oui. Oui. C'est quoi votre problème? Alors, pour mieux... C'est juste. Oui. Il faut refaire. Je vous conseille de refaire celle-là, cette preuve, par exemple, sans regarder. Sans regarder le corrigé. Parce que c'est important de savoir justement montrer ces choses-là. D'accord? Alors, c'est quoi votre question? Si vous pouvez réexpliquer juste. Les deux implications ou juste une seule? Les deux, si vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand vous voulez montrer une équivalence? Alors, pour montrer une équivalence, donc, il faut montrer la double implication. Alors maintenant, comment on montre une implication? Pour montrer que P implique Q, qu'est-ce que vous faites? Vous supposez que P est vrai, donc vous démarrez du fait que P est vrai, et je montre que Q est vrai. On est d'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, oui. D'accord. Oui. Donc là, je veux montrer cette première implication. Pour montrer ça, donc je suppose quoi? Je suppose que ça, c'est vrai. C'est vrai, quel que soit A, B, deux sous-ensembles. À chaque fois que je prends A et B dans E, j'ai cette égalité-là. Donc ça, c'est toujours vrai. D'accord? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Est-ce que j'ai avancé? Où est-ce que j'ai avancé? Donc, je suis revenu en arrière? Oui, je suis revenu en arrière. Donc, voilà. Maintenant, donc, je suppose que ça, c'est vrai. Je veux montrer que F est injective. Alors, comment on montre que F est injective? On prend deux éléments de E qui ont une même image par F. L'objectif est de montrer que ces deux éléments sont identiques, sont égaux. Donc, je prends x1, x2 dans E, tel que f de x1 égale à f de x2. Mon objectif, c'est de montrer que x1 égale x2. Vous êtes d'accord? Alors, pour les montrer, je n'ai aucun élément qui me permet de montrer à part cette égalité. Donc, je suis obligé de me ramener à quelque chose du genre, c'est-à-dire d'avoir des ensembles pour pouvoir l'appliquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque f de x1 est égal à f de x2, ces éléments, ils sont dans F. Puisque les images sont dans F. D'accord? Alors, je pose Y égale à F de X1 égale à F de X2. C'est pas apparu, mais ça veut dire F de X2 ici. Alors, je vais poser A égale à X1. Et B égale à X2. Donc, c'est des singletons. A, il est contenu dans E. Et B est contenu dans E. Donc, ce sont deux parties de E. Ça veut dire que je peux appliquer ça. Puisque ceci est vrai, quel que soit A et B dans E. D'accord? Et donc, F de A, alors je calcule, c'est quoi F de A? C'est Y. Et c'est en même temps F de B. Vous êtes d'accord? Jusqu'ici, c'est calculatoire. Je sais que j'ai cette égalité. F de A inter B est égal à F de A inter B. D'accord? F de A inter F de B égale à F de A inter B. Cette égalité, je l'ai. Et je connais F de A et je connais F de B. Donc, je peux connaître leur intersection. C'est quoi l'intersection? C'est Y.
Ça veut dire que f de A inter B est égal à Y. D'accord? Alors maintenant, je vais un peu raisonner, je ne dirais pas, c'est pas par l'absurde, mais un peu par élimination. Quand j'ai deux éléments x1 et x2, je n'ai que deux cas possibles. Soit ils sont différents, soit ils sont égaux. Est-ce qu'ils peuvent être différents? Je regarde. S'ils sont différents, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A inter B égale ensemble vide. Vous êtes d'accord? Puisque x1 n'est pas égal à x2. Donc l'intersection des deux ensembles serait vide. Et c'est quoi l'image de l'ensemble vide? C'est l'ensemble vide. Vous êtes d'accord? L'image de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Mais l'ensemble vide, il est différent de Y. Parce que ici, Y, il existe, puisqu'on s'est donné x1. x1, c'est une valeur de E. Ça veut dire que Y, c'est bien une valeur de F. Le Y existe. Et donc, je vais aboutir, si je suppose que x1 est différent de x2, je vais aboutir à quelque chose, à une contradiction. Donc, je ne peux pas supposer ça. Ça veut dire forcément, j'ai la négation. C'est-à-dire, j'ai x1 égale x2. Il n'y a pas une troisième option. Soit x1 est égal à x2, soit x1 est différent de x2. Donc, si je ne peux pas avoir x1 différent de x2, ça veut dire que x1 est égal à x2. D'accord? Donc là, vous procédez par élimination. Vous n'avez que deux cas possibles, vous éliminez un, donc il vous reste l'autre. Maintenant, puisque x1 est égal à x2, ça veut dire que f est injective. Et donc, j'ai montré cette implication. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Alors maintenant, la deuxième implication. La deuxième implication, donc, je suppose que f est injective, je montre que j'ai cette égalité, quel que soit AB contenu dans E. Donc, pour montrer une égalité entre deux ensembles, donc vous devez montrer deux inclusions. D'accord? Il faut montrer la double inclusion. Donc, on suppose que f est injective, c'est bon. Je veux montrer la double inclusion. Donc, je démarre d'un élément qui appartient à f de A inter f de B. D'accord? C'est-à-dire, je démarre d'un élément qui est là-dedans. Il va falloir montrer qu'il est ici, pour montrer cette inclusion. D'accord? Donc, je prends un Y appartenant à f de A inter f de B. Il est dans l'intersection, ça veut dire quoi? Qu'il est dans les deux à la fois. Donc, il est dans f de A, il est dans f de B. Alors maintenant, je traduis. Qu'est-ce que ça veut dire que Y appartient à f de A? Ça veut dire qu'il existe un élément dans A, que je note petit a, tel que Y est égal à f de A. Et je traduis le fait que Y se trouve dans f de B. Ça veut dire qu'il existe un B appartenant à B, tel que Y est égal à f de B. On a donc Y, il est à la fois égal à f de A et à f de B. Ça veut dire que f de A est égal à f de B. Mais il ne faut pas oublier, on avait supposé que f est injective, puisqu'on est en train de montrer ce sens. Donc, forcément, A égale à B. Si A est égal à B, ça veut dire c'est un élément qui se trouve dans l'intersection. Puisque A, il est dans A et B, il est dans B. Et ils sont égaux. Donc, c'est un élément qui se trouve dans A inter B. Et donc, puisque A et B se trouvent dans A inter B et que Y est égal à leur image, donc Y est dans l'image de A inter B. Et donc, on a montré la première inclusion, enfin l'inclusion qui va de droite à gauche. D'accord? On a montré que l'élément, il est là-dedans. Maintenant, on va montrer la deuxième inclusion. Je vais prendre. Donc, on a montré cette inclusion. Maintenant, je vais montrer la deuxième inclusion. Celle-là. Donc, je prends Y là-dedans et je montre qu'il est là-dedans. Donc, soit Y appartenant à f de A inter B. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, là, bien sûr, il faut connaître les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire que Y se trouve dans f de A inter B? Ça veut dire qu'il existe un élément X qui se trouve dans A inter B, tel que f de X est égal à Y. Alors, X, il est dans A inter B. Ça veut dire qu'il est dans A et dans B. Puisque X est dans A, ça veut dire Y, il est dans f de A. X, il est dans B. Donc, Y, il est dans f de B.
Ça veut dire que Y, il est dans F de A et dans F de B. Et donc, il va être dans l'intersection. Y, il est dans l'intersection de F de A et de F de B. Et donc, on a montré la deuxième inclusion. D'accord? On a montré la deuxième inclusion et donc on a l'égalité. C'est clair? Oui, oui. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame? Oui. Je ne comprends pas comment on fait. Madame Dana, X appartient à F de A, union Papa F de B. Bada ou Dana F de A. Où ça? Dans la première implication ou là dans la deuxième? Première, deuxième, ma famille. La première, Dana soit X. Je ne comprends pas bien. Première. Vous voulez montrer que F est injectif. Alors, écrivez, parce que je n'ai pas écrit les détails. Pourquoi? Parce que ce corrigé, il était destiné juste pour répartir un peu les points. C'est tout. Donc, on n'a pas mis les détails. D'accord? Comme on n'a pas eu le temps de rédiger le corrigé, donc on a fait une copie de celui-là. D'accord? On n'a pas mis les détails. C'est tout. Maintenant, F, comment montrer que F est injectif? Vous écrivez la définition. Alors, reprenez un peu ce qu'on a fait dans les TD ou ce que vous avez fait en cours pour montrer que F est injectif. Donc, F est injectif si et seulement si, quel que soit X1, X2 appartenant à E, F de X1 égale à F de X2 implique X1 égale X2. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, comment vous montrez qu'elle est injective? Vous vous donnez deux éléments de E, tels que F de X1 est égal à F de X2. Oui. Et l'objectif est de montrer que X1 est égal à X2. Donc, on prend deux éléments de E qui ont une même image. Et maintenant, on essaie de montrer que ces deux éléments sont identiques. Mais quel outil j'ai entre les mains pour montrer? Tout ce que j'ai, c'est cette égalité-là. Je n'ai rien d'autre. J'ai une application de E dans F et on me demande de montrer cette équivalence. Donc, j'ai supposé que ça, c'est vrai. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Comment je vais montrer que F est injective? Je n'ai pas le choix que d'utiliser ça parce que je n'ai pas d'autres objets avec moi. D'accord? Oui. Je ne connais pas F. Je ne connais pas F. Elle n'est pas, on ne me l'a pas défini. C'est pas, par exemple, on ne m'a pas dit que F de X, c'est X carré plus, d'accord?